BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et comme tous les jeudis à cette heure-ci, on accueille Jean-François Filiatre. Bonjour Jean-François. Bonjour Cédric. Pour Marché Gagnant, votre sujet cette semaine, Jean-François. Eh bien, cette semaine, je voudrais vous parler de la seconde édition du rapport sur les riches en France qui a été publié par l'Observatoire des inégalités. La première, c'était il y a cela 2 ans. On en avait déjà parlé, donc on vient aujourd'hui sur la seconde. Alors, être riche, c'est quoi ? Alors, avant de vous répondre, un mot sur l'approche. Je trouve ce rapport très utile. Pourquoi ? Parce qu'il me paraît majeur d'alimenter nos réflexions sur l'épargne par des chiffres. Et soyons clairs, on en a globalement très peu, tellement la statistique publique est pauvre. Par exemple, de temps en temps, je vous parle du patrimoine économique national pour vous donner le poids des ménages dans la richesse en France. Eh bien, savez-vous, par exemple, que dans ce patrimoine économique national, eh bien, l'évaluation du non-coté se fait par extrapolation sur la variation de la bourse. Je ne suis pas certain que ce soit totalement pertinent. Donc, que des économistes triturent des chiffres, ça m'enchante. Je vais être très clair, je ne suis pas du tout d'accord avec tout ce qui est écrit là-dedans, mais je trouve qu'il y a un état d'esprit qui est excessivement favorable. Pourquoi ? Parce qu'il y a des éléments, il y a des explications, et ça crée du débat, et ça, c'est bien. Donc, ma question, être riche, c'est quoi ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier rapport, j'avais émis des réserves sur le sens des mots. Donc, pour l'Observatoire des inégalités, le premier outil de mesure de la richesse, ce sont les revenus. Or, pour moi, la richesse, c'est une notion patrimoniale. Mais on ne va pas passer 3 heures là-dessus, puisque je dis, l'intérêt, c'est le débat. Donc, le seuil de richesse a été fixé au double du revenu médian, par analogie par rapport à ce qui se passe en Allemagne. En Allemagne, ce sont des chiffres officiels, alors que là, c'est une association qui fait le job. Donc, le double du revenu médian, c'est segmenté selon les typologies de famille. Ça vous donne 3 673 € si vous êtes une personne seule, 5 111 € si vous êtes un couple sans enfant. Je vais vous prendre un autre cas, 7 713 € si vous êtes un couple avec 2 enfants. Donc, si vous êtes au-dessus de ces seuils-là, vous allez donc être considéré comme riche. Cela représente, selon l'étude, 4,5 millions de personnes. Et ce qui, en pratique, ça révèle quand même un certain nombre de disparités, parce que je vous rappelle que nous sommes dans un pays où il y a 60 millions de personnes, et que le revenu médian, en pratique, ça veut dire que 50% des gens touchent plus, et 50% des gens touchent moins. Bon, ça, ce sont les revenus. Mais vous nous avez dit, pour moi, la richesse, c'est surtout patrimonial. Alors, en termes de patrimoine ? Alors, là encore, on pourra débattre sur les mots, mais je reviens sur ce que nous dit l'Observatoire des inégalités. Là, cette fois-ci, il n'a pas pris le double du revenu médian. Pourquoi ? Parce qu'il considère qu'il y a plus de disparités que dans les revenus. Donc, il a pris le triple du revenu médian. Du patrimoine. Du patrimoine médian, ce qui nous fait donc un chiffre de 490 000 €. Cette fois, il y aurait 4,5 millions de ménages, et non pas d'individus, qui seraient donc considérés comme riches. Bon, malgré tout, on analyse là le patrimoine brut, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte les dettes, et ça, j'imagine que ça ne vous plaît pas beaucoup. Non, ça ne me plaisait pas la fois précédente. Et ça ne vous plaît toujours pas. Exactement. Mais pour autant, je ne serais pas plus critique que cela. Pourquoi ? Parce que, en fait, les auteurs se justifient sur le choix. Alors, que nous dit l'étude ? Elle nous dit qu'avoir un bien immobilier d'une valeur de 400 000 € et devoir rembourser un emprunt de 300 000 €, ce n'est pas la même chose que de posséder ce même bien sans avoir de dette. Et là, je rajoute, cette approche, ça plaide tout à fait pour ce que je dis, c'est-à-dire l'analyse du patrimoine net. Mais reprend l'étude, et on peut tout à fait les entendre, ils disent « Notre décision est dictée d'abord par la disponibilité et la cohérence des données », et c'est vrai, on a peu de données sur la place sur les patrimoines nets, mais aussi par le fait qu'à l'inverse, quelqu'un qui est propriétaire d'une maison est plus confortable que quelqu'un qui n'en a pas une. Et même si vous avez une dette à la banque, donc il y a bien une notion de confort dans le côté propriétaire. Donc je comprends leur choix, je comprends sa cohérence, je ne suis pas d'accord sur le principe, mais sur le fond, donc pour moi c'est totalement cohérent. Vous savez, on dit souvent que quand on a un chiffre, on a une vérité. Moi je dis, quand on a un chiffre, on a une méthode et un parti pris. Et on devrait
toujours commencer par expliquer la méthodo et le parti pris, ça nous éviterait les batailles de chiffres parfois un peu idiotes. Bon, en net, quand même, ça aurait donné quoi? Alors, le revenu, le patrimoine net médian, c'est 117 000 euros. Donc, si vous multipliez par 3, ça fait 351 000 euros. Donc, je vous pose la question, Cédric, est-ce que, selon mes comptes, est-ce que vous êtes riche? Attendez, je fais le calcul. Alors, prenez votre temps. Vous pourrez ensuite aller regarder sur le site de Marché Gagnant parce qu'on a publié tous les chiffres, à la fois pour vous positionner en global, mais aussi en fonction de votre âge, car a priori, on a plus vocation à être riche quand on a 50 ans et plus, c'est-à-dire quand on a pu accumuler que lorsqu'on est jeune. Cela dit, il y a un truc qui est rigolo, c'est qu'en réalité, le patrimoine net, il baisse à partir d'un certain âge. Alors, quelques leçons de cette enquête? Alors, l'enquête, elle rajoute cette année un zoom sur les héritages. Et elle nous sort des données pas inintéressantes. Elle nous rappelle que seulement 13% des héritages sont supérieurs à 100 000 euros. Alors, ce chiffre, il n'est pas tout à fait donné par hasard, parce que je vous rappelle que c'est le montant de l'abattement. Donc, même si, pour simplifier, même s'il peut y avoir des donations qui changent la règle, mais ça veut dire que, schématiquement, le pourcentage de donations susceptibles d'être soumis au droit de transmission est relativement faible. Du coup, ça pose une question. Est-ce que c'est un sujet majeur dans les problématiques d'épargne? Peut-être pas pour tout le monde, mais pour ceux qui sont concernés, oui, non? Vous avez raison. Mais force est de reconnaître, du coup, qu'ils ne sont pas majoritaires dans le pays. Alors, on va réfléchir par rapport à ça, quels sont les épargnants potentiels et leurs problématiques. Alors, je voudrais voir, pour commencer, Cédric, si vous avez une bonne mémoire. Alors, quel est l'actif majoritaire dans le patrimoine des 30% de ménages français les plus pauvres? De toute façon, chaque fois qu'il me pose une question, c'est pour me piéger. Donc moi, je vais tomber dans le panneau, je vais vous dire le livret A, et puis je vais pas avoir raison, c'est ça? Gagner, c'est pas ça. Alors, si je prends la terminologie de l'INSEE, ce n'est pas le patrimoine financier, ce n'est pas le patrimoine immobilier, ce n'est pas le patrimoine professionnel, c'est le patrimoine résiduel. C'est quoi le patrimoine résiduel? Très souvent, c'est la voiture. Alors, mon père était prof de chimie, et a priori, je sais qu'un résidu, a priori, c'est pas grand-chose. Donc, quand le résidu pèse plus de 50% de vos actifs, ça veut dire que c'est pas la fête dans l'assiette. Bon, vous avez plus glamour ou pas? Non, j'ai une info littéralement terrorisante pour nous deux. Chez Marché Gagnant, vous le savez, on s'intéresse avant tout au patrimoine financier. Savez-vous quel est le patrimoine financier médian des Français si je raisonne en brut? Tout à l'heure, vous avez dit 490 000 euros en brut pour être riche. 3 fois la médiane, ça doit donc faire un peu plus de 160 000 euros. Et donc là-dedans, il y a de l'immobilier et du financier. Ouais. Donc on pourrait se dire, le financier, ça pèse à peu près 30%. Donc on va dire environ 50 000 euros. En fait, que dalle. Le patrimoine médian d'un point de vue financier des Français, c'est 11 100 euros. Et là, j'ai des écarts selon les âges. Il y a finalement peu d'écarts. Quand vous avez entre 30 et 39 ans, le patrimoine financier médian, c'est 6 900 euros. Et quand vous avez entre 50 et 59 ans, le patrimoine financier médian, c'est 16 500 euros. Alors, quand j'entends les financiers en train de se battre, en train de dire « ouais, le livret A et tout ça, quel scandale », j'ai tendance à dire qu'ils ne savent pas véritablement où va l'argent. Oui, c'est ça. Bon, tous ces chiffres, il y a plutôt de quoi être démotivé, non ? Ouais, et je vais vous révéler des chiffres internes qu'on regarde. Vous avez compris que pour nous, chez Marché Gagnant, le patrimoine financier, c'était important. Et puis, on a une méthode d'investissement. Alors, cette méthode d'investissement, elle nous dit quoi? Elle nous dit d'abord qu'il faut sanctuariser de l'épargne de précaution. Oui, ça, c'est le fameux livret A. On dit quoi? 3 mois de salaire, c'est ça? Alors, en fait, tout le monde dit ça, mais en fait, en réalité, personne ne le fait. Moi, j'aime bien qu'on donne des conseils, mais j'aime bien aussi que Choupinette puisse les suivre et que ce soit audible pour elle. Donc nous, effectivement, on est atypique sur le sujet. Pourquoi? Parce que notre discours, c'est de dire, peu ou prou, l'épargne de précaution, c'est un livret à plat. Pour une famille, c'est-à-dire environ, si on a 20 000 euros, on n'a pas de, là, on est sûr de ne pas avoir de pète et de pas, c'est de la vraie épargne de précaution. Donc, d'aucuns nous diront que c'est beaucoup trop, mais nous, on pense que finalement, c'est un bon phénomène de réassurance pour les gens. Donc, et ça, c'est valable que vous soyez en deux ou que vous soyez avec des enfants. C'est pas la peine d'avoir 4 livrets pleins. Voilà. Si vous avez une famille avec 3 enfants, d'avoir 5 livrets à plein, c'est n'importe quoi. Bon, en revanche, si vous dites à ces gens-là, ayez 3 mois de salaire, je vous dis tout de suite, ils le feront pas. Bon, et la partie financière de son patrimoine, vous dites souvent, attention, c'est de l'investissement. Ouais, et
cette partie investissement, elle va être répartie entre, d'un côté, entre guillemets, ce qu'on appelle les placements sans risque. Donc ça va être le fonds en euros, le cash, l'épargne logement. Et puis de l'autre côté, on va avoir le risque principalement en actions. Je rappelle que le poids entre les deux poches, il est fixé par la tolérance au risque. C'est plus l'âge, moins les lunettes, moins... Non, c'est pas l'âge. Chez nous, c'est pas l'âge parce que nous, on n'aime pas la notion de temps. Donc, chacun là aussi peut s'amuser à faire le test sur marché gagnant. On sait qu'en moyenne, dans les sondages qu'on fait régulièrement, en moyenne, on a 25% d'actions qui sont recommandées. Donc, voilà, épargne de précaution, investissement, 25% d'actions. Et puis, vous le savez, en début d'année précédente, on a fait un portefeuille boursier. Et je vous ai dit que pour des histoires de frais, le montant qu'on allait utiliser pour investir en bourse directement, ça allait être 10 000 euros et ça allait nous permettre d'avoir une réelle diversification. Donc, je me dis, une fois que j'ai dit ça, à qui s'adresse ma méthode ? Je reprends les choses en sens inverse. J'ai un portefeuille financier de 10 000 euros. Il représente le quart de ma poche d'investissement. Donc ça veut dire que ma poche d'investissement, elle représente 40 000 euros. Bien sûr. 40 000 euros, si à côté je dois avoir un livret A à 20 000 euros, ça veut dire en pratique que je dois avoir 60 000 euros d'épargne financière pour jouer le jeu. Question, combien de ménages seraient concernés ? Oui, alors je me suis fait avoir tout à l'heure, donc je sais pas, j'irais assez faible, 5%. Non, alors là-dessus, je vais être très honnête, j'ai du mal à vous donner des chiffres précis, j'ai pas trouvé exactement de stats, mais d'après mes calculs à peu près, le patrimoine financier médian des 3 déciles les plus riches de la population, c'est supérieur à ce montant. Bon, et vous en tirez quelle leçon ? J'en tire une leçon principale, il n'y a pas de marché de l'épargne, il y a des marchés de l'épargne. Ah. Mais je veux dire, tout ce que vous nous dites, même quand on n'est pas très populaire, il est clair que quand on fait des chroniques, quand on fait des commentaires où on dit on a des tickets d'entrée à 50 000 euros, etc., on est loin du terrain. Mais moi, justement, j'essaie de réfléchir à tous les sujets de choupinette, qu'elles soient dans le premier décile ou dans le dernier. Et la seule différence qu'il y a, c'est que les combats qu'on va avoir à mener vont pas être les mêmes selon les marchés de l'épargne auxquels on va s'intéresser. Il est clair, vous le disiez tout à l'heure, que les droits de succession, c'est un sujet qui est un sujet important pour les gens qui sont fortunés. L'Observatoire des inégalités fait un truc assez intéressant. Ils font un petit tableau pour expliquer comment on peut passer un patrimoine de 1 300 000 euros à l'as sans payer de droit de succession. Donc, moi j'aime bien l'argument des gens qui vont en assurance vie en disant je ne vais pas payer de droit, mais comme de toute manière ils n'en paieraient pas par ailleurs, je ne suis pas sûr que ce soit le bon argument. Donc ça, c'est entre guillemets pour la partie qui est la partie aisée. Après, si on prend la partie des gens qui ont le moins d'argent, les sujets majeurs, c'est comment leur permettre de faire de l'épargne et comment... Surtout face à l'inflation. Et comment, face à l'inflation, leur permettre de faire le pouvoir d'achat. Et là, je me permettrai de rebondir sur ce qu'a dit Nicolas il y a de cela quelques instants, parce que Nicolas nous dit il y a du pouvoir d'achat comme s'il en pleuvait, le chèque alimentation, le truc, des gens qui vont au boulot, etc. Mais il faut dire au ministre, il faut dire au gouverneur de la Banque de France. On a oublié qui ? On a oublié les épargnants. Oui. Comment se fait-il qu'au mois de mai, le taux du LEP, par exemple, n'ait pas été indexé, alors que et le ministre et le gouverneur disent que c'est là pour défendre l'épargne populaire ? Donc moi, je veux bien des discours, mais il y a des moments, il faudrait qu'on ait aussi des actes. Vous trouvez qu'il y a de la mesquinerie ? Oui. Jean-François Filiatre, qui reviendra tout à l'heure, bien évidemment, pour répondre à toutes vos questions. On compte sur vous avec l'appui de vos petits camarades de Marché Gagnant.